Salut à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 17. Numéro 17, 17. Et dans cet épisode, on va un peu inverser les rôles. On va parler un peu de la vie de salarié, des conditions de travail, du point de vue d'entrepreneur, mais aussi on va partager ce que nous, on a vécu. Qu'est-ce qu'on se disait à l'époque, qu'est-ce qu'on a appris, quelles erreurs on a fait. Donc je pense que c'est un épisode qui peut être utile à tous, en fait, quelque part, et qui reprend un peu aussi des sujets importants comme le burn-out, ou au contraire, comment réussir à être épanoui dans son travail. L'état d'esprit à avoir, qu'on pense qu'il faut avoir, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, chacun est différent et puis chacun a sa voix. Mais voilà, installez-vous, dites-nous ce que vous en pensez, abonnez-vous surtout, ça nous donne la force. Et puis bon épisode à tous. À très vite. Salut à tous. Shalom, salam, salut. 17. Épisode numéro 17. Bienvenue dans ce podcast Entrepreneurs South Africa. Installez-vous, Monsieur Moulay. Et commencez tout de suite par vous abonner parce que ça va être du lourd, comme toujours. Abonnez-vous, mettez-nous des 5 étoiles là, sur Apple. Là. Si vous nous entendez, effectivement, petite étoile. Big up à Jassa qui nous a mis 5 étoiles. Oh, c'est beau ça, on aime les shout-outs, donc on va commencer à faire ça. Tous ceux qui nous mettent 5 étoiles, on leur fait un shout-out. Gros Atalakou. C'est pas mal ça. Gros Atalakou, tu vois, comme les chanteurs et tout, en mode on va chanter ton nom. C'est important. Merci à vous de nous écouter. Du coup, on va parler de quel sujet aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'actu nous est venue encore une fois par notre superbe communauté Telegram, SOA. Telegram. Encore une fois, pour ceux qui se demandent comment joindre, au-delà de demander maintenant, il faut montrer un minimum d'intérêt et d'apport. Par exemple, on l'a dit, je le répète. Oui, les commentaires, c'est où Telegram ? Oui, non, c'est pas ça. Il faut un peu plus d'engagement. Nous donner des passages qui vous ont marqué, du minuting. Des choses qui comptent, des choses qui peuvent nous donner de la valeur. Vous allez rencontrer Tanti Ren, Tanti Lorette. C'est ça, le boss. et là, je pense qu'en plus, on est Marvin qui était très chaud sur ce sujet-là, je pense. Marvin et Romaric. Donc, en fait, l'épisode d'aujourd'hui est très intéressant pour nous parce que c'est quelque chose dont on n'a pas souvent l'occasion de parler, qui est la vie de salarié. Les conditions de travail en tant que salarié du point de vue d'un entrepreneur. Ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a eu un reportage qui s'appelle « Le monde fabuleux de l'entreprise ». Ou en anglais un peu plus violent, Bullshit Jobs. Wow. Un peu plus violent, qui en fait traite de toutes les dérives, on va dire, du monde du travail actuel et tout le mal qui peut être fait. Je pense que moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le documentaire, c'est dès le départ, j'avoue, ils étaient forts. Ils ont cité toutes les mauvaises pratiques des grandes entreprises. Tu sais, les réunions à excès, les multiplications de managers, même de paperasse. La paperasse, le nombre de décisionnaires. Le nombre de décisionnaires, exactement. Et le burn-out. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont lié toutes les pratiques actuelles des grosses entreprises qu'on décrit comme étant normales. Ils ont lié ça à un guide du sabotage qui sont les mêmes pratiques que les saboteurs de la résistance faisaient au sein de l'armée allemande ou des pays occupés pour foutre en l'air. Est-ce que tu peux mieux expliquer ce point-là ? C'est un point intéressant, c'est qu'ils disent qu'en fait, le meilleur moyen, des fois, de détruire une organisation, c'est de l'intérieur. Et donc, c'est à l'époque, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait que plusieurs pays européens ont été occupés et qu'il y avait au sein de ces pays occupés de la résistance, donc par des personnes nationalistes qui voulaient récupérer leur autonomie. Et plutôt que d'essayer de frontalement s'opposer à l'armée allemande ou au pouvoir allemand, ils avaient mis en place des tactiques de sabotage interne. Et parmi ces tactiques, il y avait toutes ces choses-là. Il y avait, pour toute chose, demander à ce qu'on fasse des réunions. Pour toute chose, demander à ce qu'on ait de la paperasse. Pour toute chose, essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de décisionnaires. Alors, quel serait l'intérêt de l'organisation entreprise ? De le faire ? Ouais. Moi, je trouve que c'est génial parce que ça montre qu'en fait, l'entreprise, quand elle le fait, c'est des fois des symptômes. Moi, de mon expérience, souvent, c'est que c'est des symptômes de maladies précédentes. Tu vois, en fait, ils ont eu des problèmes à une époque parce qu'il n'y a pas eu de contrôle, parce qu'il n'y a pas eu de réunion, parce qu'il n'y a pas eu de truc, et du coup, ils surréagissent. C'est comme quand tu as des sujets moi, en tant qu'auditeur, j'ai eu beaucoup des cas de fraude, mais c'est là, après, où ils mettent des contrôles à tout le monde, à tous les étages, même si 90% du temps, les gens n'ont pas de problème. Oui. C'est comme l'assurance. Exactement. C'est ça, oui. C'est souvent ça. Mais le gros problème, c'est que c'est plus dangereux que l'assurance parce que l'assurance, normalement, tu le payes et tu ne le sens pas de ta vie de tous les jours. Ce qui est dangereux dans le cas des sociétés, c'est que quand tu mets en place des contrôles qui deviennent des rituels, ça devient des points de consommation d'énergie, d'attention des membres de ton équipe.
Tu vois, par exemple, dans le documentaire, à un moment, il y a quelqu'un qui dit un truc qui est très drôle. Il dit, on nous dit, ici, c'est une boîte flexible, travaillez quand vous voulez, mais tous les jours, il y a une réunion à 9 heures. Tu vois, du coup, tu contredis un peu tes valeurs, limite, et la façon dont tu voudrais organiser les choses. Donc, je pense que ce qui est intéressant dans ce documentaire, bon, il y a beaucoup de choses dedans que moi, j'ai trouvé plus ou moins intéressantes, mais il y avait surtout des choses où je trouve que malheureusement, moi, j'étais salarié avant. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, il y a beaucoup de choses. Déjà, quand j'étais salarié, je n'étais pas convaincu. Parce qu'en vrai dire, je ne sais pas si tu étais comme moi, mais quand moi, j'étais salarié, je n'avais pas le temps de chouiner. Je n'avais pas le temps de me complaindre. Je me démerdais. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui ont des exigences très fortes de leur travail, en termes d'épanouissement notamment. Et ça crée une frustration très grande quand ils sont confrontés du coup à des situations où ce n'est pas ce qu'ils imaginaient, où la souffrance est décuplée quand ils ont le sentiment que c'est eux le problème. Ok, donc là, il y a deux sujets. Ouais. Il y a comment est-ce que l'entreprise gère son organisation, Exactement. gère en fait l'organisation effectivement qu'elle va offrir à ses employés. Exactement. Et puis après, il y a comment est-ce que l'employé arrive à vivre, on va dire, dans cette organisation. Exactement. Maintenant, sur le premier point, si on reste sur le premier point, sur c'est pas c'est caricature. Oui, parce mais que c'est pratique. finalement, Ouais, c'est des pratiques de corporate. Je suis d'accord avec ça fait sens la manière dont tu as expliqué cela. Pourquoi il y a autant de réunions, pourquoi il y a autant de paperasse, pourquoi c'est sûrement effectivement l'idée de vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Et on ne peut pas vraiment blâmer parce que c'est comme tu dis, c'est sûrement que par le passé, il y a eu des problématiques. Donc, quelle est la réponse par rapport à ça? Parce que si tu entends, et je pense que c'est pour ça que tu as bifurqué vers le point de vue de l'employé va te dire c'est des pertes de temps. On n'est pas à l'école. Ouais, c'est une perte de temps. Voilà, c'est une perte de temps. C'est pénible. C'est pénible, etc. etc. Il va dire ça. Mais du coup, comment est-ce que il va son travail, ce serait plutôt sa réflexion en tant que salarié, c'est plutôt de réfléchir à créer un sentiment de confiance envers sa personne tellement fort qu'on lui demande pas ça. Qu'on lui demande pas ça. Tu vois, tu réfléchis déjà comme un entrepreneur au sein de la société. Toi, déjà ce que tu décris, je sais pas combien de salariés réfléchissent comme ça, Kai. Toi, tu as déjà vu beaucoup de tes salariés se poser la question de comment eux, ils peuvent se rendre dignes de confiance. Je pense que beaucoup de gens assument qu'ils n'ont juste pas le choix. En fait, c'est ce côté de ne pas avoir le choix. Alors, moi, je le vois souvent, par exemple, dans les périodes d'essai. Dans les périodes d'essai, les gens se donnent. Oui, les gens sont très, très, très avenants et ils essayent vraiment de créer cette confiance. Même pas tous d'ailleurs, attention. Il y en a des fois des gens qui juste, période d'essai, pas période d'essai, ils se comportent pareil et c'est pas terrible. D'ailleurs, c'est ceux qui restent pas, souvent. C'est ça. Et donc voilà, après, est-ce que les gens se posent la question? Je pense que quand tu commences, tu te poses la question. Après, c'est la question de l'employé se demande sûrement, est-ce que c'est vraiment possible? C'est aussi vrai. Et ça, est-ce que vraiment il y a des gens, est-ce que ça vaut la peine de faire l'effort? C'est ça. Est-ce que je peux changer le système? Finalement, on se retrouve, tu vois, comme coincé dans tous les combats. On se demande, mais finalement, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, nous, on doit montrer que la confiance que certaines personnes ont a de la valeur? Je pense que c'est indispensable parce que quand tu es entrepreneur et que tu cherches à attirer des talents, tu as certains arguments, mais à côté, les corporates ont aussi de très grands arguments. Ah, des gros arguments, tu vois, des gros arguments, vraiment. Donc, du coup, tu dois être capable de compenser aussi avec cet aspect cadre que tu vas donner. Tu ne peux pas venir avec des procédures qui sont aussi lourdes. Bien sûr. Tu dois avoir quelque chose en plus. Mais en même temps, tu vas avoir, tu vois, ce que vont te dire les personnes qui ont réussi, c'est que même si tu es petit, travaille comme si tu étais grand. Exact. Il faut quand même penser au process
Exactement. Ouais. Parce que sinon, c'est compliqué. Le problème, c'est que toi, tu as vu le côté où ils font ça parce qu'ils ont peur, mais en même temps, il y a aussi le côté, le but quand tu développes une entreprise, quelle que soit ta position dans la société, c'est que même quand tu n'es pas là, Ça se passe. ça se passe. Exactement. Donc du coup, la construction de ces process, de Ouais. ces points, c'est en fait aussi permettre à l'entreprise de vivre. D'être finalement. redondante, ouais, de pouvoir survivre et résiliente sur des sujets. C'est ça. Mais c'est pour ça, par exemple, qu'ils font beaucoup de paperasse ou qu'ils font des procédures ou des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant dans le documentaire, et c'est... bon, moi, je ne partage pas forcément le sujet, mais il y avait... Alors, ils évoquent à un moment un point important, donc je parle là, qui était de dire que souvent, ce qui fait souffrir les gens, c'est l'accumulation d'une grande charge de travail et très peu d'autonomie et de choix. En gros, si la plupart des salariés pourraient se sentir beaucoup plus épanouis si ou ils avaient une charge de travail légère, mais du coup très peu de liberté, ou une charge de travail très grosse, mais avec une plus grosse liberté de comment ils la gèrent. Et souvent, les réunions, donc on t'impose ton organigramme, en fait, on t'impose ton emploi du temps, on t'impose même la prise de décision sur ton périmètre des fois, est vécu comme une souffrance parce qu'ils ne peuvent pas gérer la charge de travail de façon qui correspond. Ouais. Et c'est ça qui, bon, c'est vrai que moi, ce que je dis souvent, c'est que dans ce cas-là, et c'est souvent le plus dur quand tu es un salarié, il faut toi t'adapter à la société. C'est-à-dire qu'en fait, la charge de travail, tu dois être ou capable de la découper de manière pertinente pour ton manager ou ton supérieur ou ton N+3, ou même, il ne faut pas hésiter des fois à bien réfléchir à est-ce que c'est la bonne boîte pour toi. Et je trouve que dans ce documentaire, il y a une chose qui me manquait, c'est que ça donnait l'impression aux gens qu'ils n'avaient pas de place à la mobilité professionnelle. Ils n'avaient pas leur destin professionnel n'était pas entre leurs mains. Ouais. Et ça, je trouve que c'est pas assez souvent dit. Peut-être que je me trompe, hein. Non, je pense que là, on revient à... tu sais, quand on parlait de culture d'entreprise. Exactement. C'est que c'est vrai qu'il y a un système, mais après, c'est quand tu dis il faut savoir si l'entreprise est faite pour soi, c'est quelle est la culture, effectivement. Exactement. Et la culture, c'est à nous, à nous, en tant que salariés, de poser en tout cas la question quel est le niveau d'autonomie que je veux et affirmer aussi le niveau d'autonomie que tu souhaites. Mais c'est très intéressant ce que tu disais où le sondage où il disait que plus tu as du travail, plus tu voulais d'autonomie. Et, en fait, elle évoque 6 facteurs en gros qui jouent le bonheur au travail. Ouais. Et ça, c'était ça le point. Et il y avait un sondage aussi. Ouais, il y avait un sondage qui est plus violent celui-là. Et donc ça, c'est un peu dans le documentaire le moment où moi j'ai fait oula, ouais, c'est quand même chose qui se passe en ce moment. Ils ont fait dans plusieurs pays, mais ils ont pris notamment les États-Unis où ils disent qu'ils ont demandé à des employés quelle part d'entre eux se sentent impliqués et épanouis au travail. C'est 21%. Quelle part d'entre eux ne se sentent pas bien dans leur travail? 60%. 61, je crois même. Et après, ils ont mis quelle part des salariés se sentent malheureux au point de potentiellement nuire à leur société. Et là, tu avais 18%. Quoi. Et c'est horrible parce qu'en fait, le simple fait de se dire tu as un salarié sur 5 qui potentiellement se sent si malheureux, et ça varie dans les pays. Hein. Je crois qu'en Corée, c'est quasiment 20%, 25%. T'avais, au Kenya, c'était aussi très haut. Enfin, donc du coup, tu te dis, mais moi, ce qui me choquait le plus quand je voyais ça, en tant qu'entrepreneur, vraiment, c'est, mais dans ce cas-là, pourquoi vous restez là? En fait, c'est terrible. Oui, mais alors, ça, pourquoi il reste tu sais, il y a sûrement une pression aussi financière. Je suis d'accord, mais moi, ce que j'ai connu, j'ai eu des boîtes dans lesquelles j'étais, ça ne m'allait pas. Mais je cherchais ailleurs, ou je me formais à côté. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est quand moi j'étais en audit, j'étais dans une boîte d'audit, effectivement, à un moment, j'ai vu que si je ne faisais pas attention, j'allais me retrouver, parce que j'étais en IT audit, donc il y a un peu plus du conseil. Et si tu ne fais pas attention, tu te retrouves vite attiré dans les missions d'audit pur, où tu fais des horaires bien plus grands, pour un salaire bien moins intéressant. Il y en a plein qui se sont fait avoir, du coup, qui se font avoir, qui commencent 1 ou 2 missions pour s'occuper, parce qu'il n'y a pas beaucoup de missions, et qui se retrouvent happés là-dedans et qui ne s'en sortent plus. Et donc, du coup, ce que je disais souvent aux gens, c'est moi, quand ça a commencé à m'arriver, rapidement, j'ai mis les bouchées doubles pour être visible auprès des managers qui peuvent mettre sur les missions que je voulais. J'ai fait en sorte même à un moment, j'ai pris des formations spécifiques dans... la plupart des boîtes, souvent, te donnent un curriculum de formation. Mais très peu de gens l'utilisent, en fait.
Ils te disent, mais tu peux te développer dans ça, tu peux te développer. Moi, par exemple, je me souviens, je ne connaissais rien aux réglementations bancaires, mais j'ai fait une formation dessus parce que je voulais des missions dans les banques ou les assurances. Donc souvent, les gens, je pense qu'ils négligent la place que peut avoir leur propre autonomie. Ce qui est vrai souvent, c'est que quand ils encaissent une charge de travail désagréable, parce qu'ils ne l'ont pas choisi, ils ont du mal à mobiliser l'énergie pour s'en sortir. Ils mettent beaucoup d'énergie à le supporter. Après, tu sais, je pense qu'il y a il y a un background à avoir. C'est-à-dire, oui, probablement. pour avoir... c'est un état d'esprit, en fait, finalement, tu vois. Je suis malmené, comment est-ce que je réagis? Comment je m'en sors, exactement. C'est même pas que lié au travail, tu vois. C'est-à-dire que dans d'autres domaines, je pense que pareil, si tu es malmené, tu vas réfléchir à comment t'en sortir, etc. Parfois les gens, et c'est ce qu'ils disent dans le docu, parfois les gens sont un peu perdus. Et c'est vrai, dans le docu, c'est vraiment ça. Ouais, et donc c'est difficile de savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne. Moi, je dis toujours, c'est pour ça que la bienveillance, c'est super important. Bien sûr. Parce que tu sais pas ce qui se passe dans la vie personnelle de la personne à qui tu parles. Non, c'est sûr. Ce jour-là, peut-être que un parent est malade. Non, c'est sûr. Voilà. Non, mais attention, moi, je parle vraiment pas des gens qui ont des moments difficiles. Ce qu'ils décrivent dans le documentaire et qui, moi, m'a vraiment surpris, c'est notamment ce qui conduit au burn-out. C'est que les gens ont des périodes comme ça de souffrance sur des années. Et c'est ça qui les détruit. Pour avoir croisé des gens qui ont fait des burn-out, et c'est un sujet effectivement dont il faut qu'on parle, il parle beaucoup du burn-out dans ce documentaire, et ce que moi j'en ai retenu, c'est que le burn-out ressemble beaucoup en entreprise aux mêmes symptômes que les gens qui sont malheureux dans leur vie personnelle. Je ne vais pas dire que c'est lié, c'est pas forcément vrai, mais l'une des choses que moi je trouve qui est intéressante dans le documentaire, c'est que j'ai trouvé que les gens voient trop le burn-out comme étant dû à la faiblesse de quelqu'un. Par exemple, il a du mal à changer de boulot, etc. Alors que quand tu écoutes les personnes, ce que moi j'en retiens, et peut-être que je me trompe, mais tu me diras ce que tu en penses, c'est qu'en fait, souvent, les gens qui sont burn-out, c'est ceux qui font, au contraire, de l'obsession. Ouais, et de la témérité à s'accrocher à leurs attentes. Comme tu dis, ils sont perdus. Donc, au lieu de se remettre en question et potentiellement changer de direction, ils forcent sur la direction actuelle qui les fait souffrir, parce qu'ils veulent absolument ou maintenir une image auprès de leurs amis. Parce qu'un truc qui est choquant dans le burn-out, ils en parlaient, que les gens n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas autour d'eux. Et même dans le documentaire, tu as un gars qui dit que c'est la première fois qu'il est dans le documentaire, il parle de son burn-out. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, sachez qu'on a prévu depuis un moment déjà de faire un épisode spécial sur le sujet. Bien sûr. Santé mentale, burn-out. Ça viendra. Le prépare parce qu'on voudrait quelqu'un avec nous, mais on le prépare. On le prépare, ouais. Et je pense qu'en entreprise, c'est encore plus spécifique. Parce que je pense que le burn-out en tant qu'entrepreneur ou en tant que solopreneur, freelance, il est très lié à ta capacité à peut-être répartir les tâches ou à accepter ce qui est priorisé ou pas. Mon entreprise, ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont présenté, c'est que c'est beaucoup lié à la représentation que les gens ont d'eux-mêmes. C'est que parce que, et c'est souvent ça, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais donc un TikToker et qui est aussi il a un livre qui s'appelle Jay Shetty, qui est un ancien moine. Qui est un ancien moine qui maintenant fait dans le développement personnel. Il était à The Diary of a CEO. Exactement, il était à CEO, my man, c'est exactement ça. Et Jay Shetty, il disait, et lui et plein d'autres, en fait, n'importe quelle étude en général du bonheur arrive à te dire que tu n'es malheureux qu'à cause de tes attentes. En fait, ce n'est pas tes circonstances qui font le bonheur ou pas. Parce que plein de gens dans des circonstances identiques ne sont pas malheureux. Ce qui crée souvent de la souffrance chez l'être humain, c'est le delta entre leurs attentes et leur réalité. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le burn-out est un syndrome et un symptôme il faut que les gens se posent plus de questions sur leurs attentes au lieu de se poser des questions sur leur situation. Beaucoup de gens sont en boucle en se plaignant de leur situation. Je peux comprendre que tu n'es pas forcément en position de trouver une solution. Mais tu avais aussi le cas où les personnes ne conscientisaient pas forcément. C'est-à-dire qu'en Ils ne se rendaient même pas compte. Non, ils ne se rendaient même pas compte. Et c'est pour ça que c'est important que tu dises effectivement, ce n'est pas que lié à j'ai un problème personnel, etc. Il y a des gens, en fait, ils performent, ils sont à fond, ils sont au taquet, ils sont là. Tu les vois, ils sont super forts.
mais en fait, ils sont en train de se détruire. Se détruire. Ouais. Et c'est effectivement, je pense, comme tu dis, ils s'attachent en fait à cette image. Comme je suis Superwoman, Je suis Superman, le man. truc, Exactement. je dois garder cette image-là. No matter what. Exactement. Ouais, et ça, ça c'est... C'est très dur. Tu vois, c'est que ça correspond par exemple chez moi à un autre point que j'ai souvent vu, qui n'est pas lié au burn-out, mais qui est un peu dans le documentaire, ils en parlent aussi, le danger de la sécurité. Tu vois, par exemple, souvent les parents africains, comme les parents chinois, vont te dire, il faut que tu bosses dans un grand groupe. Et que tu bosses, bon, aux États-Unis c'est plus fréquent, si par exemple tu bosses dans un grand groupe, tu seras payé extrêmement bien. À faire des fois des choses pas terribles, hein, qui ne te plaisent pas vraiment. Le problème avec ça, c'est que pour en sortir, c'est très dur. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'une fois que tu y es, tu prends goût à un style de vie et surtout à un prestige social. Exactement. Qui est très dur à abandonner. Ça, et le prestige social, c'est ce qu'il y a de plus addictif. Et justement, dans les 6 raisons qui font qu'un métier vous plaît ou pas, c'est qu'il faut que les gens soient clairs sur qu'est-ce qu'ils attendent en termes de prestige social. Et qu'ils en prennent en compte dans la balance de leur bonheur. Parce que des fois, les gens, ils souffrent d'une situation parce que le prestige social que les gens leur donnent pour la situation est vécu comme un mensonge ou une injustice ou vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est que de bosser là-bas. Mais il y a autre chose. Il y a effectivement le lieu, la boîte où tu travailles. Ouais. Mais également, il y a un énorme attachement au titre. Au titre, exactement, pareil. Directeur je me souviens, le premier stage, j'avais fait un stage au Bénin. C'était, tu sais, les gens s'appellent DGA. DGA. DCCCO. C'est quoi DCC? Il est directeur de la communication et de Ah, ok, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a ce truc-là. Là, c'est la partie marrante, mais en vrai, c'est vraiment quelque chose. Et on me l'a fait comprendre quand je rédigeais même les trucs, les fiches de poste des conseillers RH. Je dis... attention, ici... Les titres sont importants. Quand tu dis un mot, quand tu dis manager, quand tu dis directeur, les gens, ils s'attendent à certaines choses. Exactement, c'est vrai. Donc ça, c'est... prestige social, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est important et les gens sont prêts à être dans un travail ou une mission qui n'est pas forcément valorisante en échange d'une bonne visibilité auprès de leur entourage social. Et c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment aux États-Unis en ce moment, comme tu sais, il y a pas mal de licenciements en cours, etc. Et ça crée une situation où tu te rends compte pour la première fois que quelqu'un qui bosse chez Facebook, même quand il n'est pas viré, il commence à stresser. Parce qu'il se rend compte qu'en fait, il ne trouvera jamais un salaire et un prestige pareil ailleurs. Donc même s'il ne perd pas son job, il devient anxieux à l'idée de le perdre. Et du coup, c'est une souffrance nouvelle qu'il n'y avait pas avant. Parce qu'en fait, comme les gens ne bougeaient pas vraiment avant, tu sais, tu avais un poste, les parents, ils faisaient 30, 40 mois dans un poste, et puis c'est terminé. Donc, tu avais moins de souffrance liée à, et c'est encore une fois une chose fréquente de notre génération, c'est la souffrance liée à l'étendue de choix. Comme tu as l'impression que tout est possible, que tout est à ta disposition, tu es toujours en souffrance de ce que tu as. Tu es quasiment jamais satisfait et, comme on en a parlé jamais, tu n'as jamais de gratitude. Tu es toujours en mode, merde, même ce que j'ai, je risque de le perdre. Mais malgré ça, moi, je suis optimiste. Alors, je n'ai pas vu d'études et donc je me base que sur un feeling, mais j'ai quand même le sentiment que les plus jeunes ont cette volonté vraiment de privilégier le cadre, l'équilibre, tu vois. Parce que quand ils ont cette expérience où ils vont dans le groupe en question, ils ont le bon statut, mais qu'il y a un manager qui leur crie dessus, etc. Voilà. Je pense qu'ils sont plus prêts à laisser qu'avant. Ouais, j'ai l'impression. En tout cas, c'est sûr en Occident. En Occident, oui. Parce qu'il y a des gens maintenant, ils viennent, ils te posent en question. Alors, l'entreprise, elle est engagée pour quelle cause, tu vois. Non, mais ça me fait toujours rire, ça. Oui, non, mais tu vois, un très bon point parce que les gens peuvent demander, mais moi, je m'inquiète souvent au contraire, est-ce qu'on va pas dans l'autre extrême, du coup? Cette souffrance peut devenir différente. Ça peut être la souffrance de aucun endroit n'est assez bien pour eux. Tu vois, c'est là le danger.
Tu vois, c'est comme dans le documentaire, il parle du fait que les startups ont toujours été des ateliers à burn-out. Ah ouais? Ce qui est vrai, parce qu'effectivement, une startup, c'est tu cours un marathon à la vitesse d'un sprint. C'est ça la définition d'une startup. Donc par définition, c'est pas le rythme agréable et ça coûte, forcément. Sauf que normalement, c'est censé durer 4-5 ans. Le problème souvent, c'est que les 3/4 des gens aujourd'hui ne se voient pas, ne planifient pas leur carrière sur le long terme. Ils se disent pas, je vais faire ou 30 ans là, ou au contraire, au bout de 4 ans, je dois acquérir telle compétence. Ils viennent pas dans la société en se disant, voilà ce que je veux en retirer. Ils se laissent un peu porter au fur et à mesure de leurs sensations, de leur sensibilité. J'aime bien ça, j'aime pas ça, telle cause me plaît, tel cadre me plaît. Sauf que des fois, ils sont dans des situations où le cadre seul suffit pas. Et donc, ils arrêtent et ils ne retrouvent jamais quelque chose qui correspond parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Souvent, les gens oublient qu'au-delà du salaire, un travail doit être... c'est peut-être ton purpose quelque part. C'est quelque chose qui te... Oui, alors ça, il y a une question aussi de à quel âge tu te poses la question. Parce que exactement, c'est très dur. C'est comme pour le choix des études. Ouais. L'orientation, c'est compliqué. C'est un combat. Tu es là, tu as 17 ans, on te demande, ouais, tu veux faire quoi? Tu regardes à gauche, à droite, tu ne sais pas exactement. Tu vois, c'est un vrai sujet. Hein. Et surtout chez nous, tu retrouves des jeunes... moi, j'aime bien quand on fait des tournages, par exemple, bien sûr, parler avec les figurants. Tu vois, tu fais quoi, etc. Et le gars, il va te dire, j'étais à l'université, là, Cody, maintenant je cherche un travail. Tu cherches en quoi? En chimie. Oh. Tu vois, ou criminologie, ou tu vois, des trucs comme ça. Et ça te fait rire que 15 secondes, parce qu'après tu te dis, mais qui t'a dit ça, en fait? Qui t'a laissé faire ces études-là? Et en fait, il ne savait pas, quand il a commencé, que les débouchés là-bas étaient plus maigres qu'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est important de faire des stages. C'est pour ça que c'est important de... Je sais pas pour toi, moi, avant, je rêvais d'être avocat. C'était mon délire, j'adorais les séries d'avocats. Je trouvais que... Ali McBeal ou quoi? Ouais, Ali McBeal, mais tu vois, Suits, c'est un bon exemple. Il y a d'autres séries qui... C'est récent. Ouais. Mais à l'époque, je regardais beaucoup dans les séries criminelles, c'était l'avocat D'ailleurs, parenthèse, Suits, je me suis rendu compte que je n'avais pas totalement fini et j'ai fini la semaine dernière. Il restait 4-5 épisodes. Là. Sérieux? Ouais. Oh Seigneur. Bon, j'ai pas non plus appris oui, grand-chose. Mais pour la beauté du geste, tu as quand même fini complètement. J'ai fini. On fera un épisode spécial Suits si vous voulez. Harvey. Voilà, mentionnez-le en commentaire si vous voulez un épisode spécial. Life is this. I like this. Exactement. Et donc, du coup, c'est super intéressant parce que je pense que... Est-ce que toi, tu as changé? Quand tu étais jeune, quand tu avais 17 ans, ce que tu voulais faire, je pense que c'est l'occasion peut-être de donner un peu des tips aux gens. Ouais, comment tu changes de carrière, comment tu changes de truc. Toi, comment tu as fait à ton époque? En fait, tu es forcément, quand tu es jeune, tu ne peux pas y échapper, à moins que tu sois exceptionnel, tu es influencé par ton entourage. Ouais, par un environnement. Ouais. Donc forcément, tu es influencé par l'image qu'on t'a mis en tête de la réussite. Ouais. Tu vois. Et la réussite, l'image qu'on a mis en tête, c'est t'as un gros bureau, t'es chez Coca-Cola, t'as une belle baie vitrée. Tu vois, tu parlais des séries télé, c'est ça. C'est ça que tu vois. Ouais. Tu vois, t'as le chauffeur, l'appart, etc. et tout. Ouais. Donc, c'est ce que tu as en tête. Et du coup, on t'explique que tu vas faire des études, tu vas entrer là. Et donc moi, j'ai fait le truc classique, le bac, les études. Tu fais quel bac? Moi, je fais éco. Ok. Ensuite, tu as fait quel type d'école? Après, j'ai fait éco, management, etc. Non, j'étais à l'université. Ok. Puis, j'ai fait une dernière année en école de commerce où je me suis spécialisé dans les achats. Ah, intéressant, tu vois. Je pense que les gens sachent que Monsieur Cailly, le gourou de la communication digitale, est un gars des achats. Est-ce que vous saviez ça? Je le répète parfois à mes équipes. Parfois, je dois le montrer parce que les gens ne croient pas. Mais bien sûr qu'ils ne te croiront pas. J'ai déjà expliqué, j'ai été très, très autodidacte sur le sujet digital. J'ai beaucoup étudié par moi-même. Exactement. Mais on pourra en reparler un jour. Il y a aussi ça me fait penser à un autre épisode qu'on doit faire. Mais je t'en reparlerai. On en parle après, mais en fait, j'ai toujours fait de la communication en parallèle de ce que je faisais. Tu vois, en parallèle notamment des achats, dans la musique. Dans la musique? Bah oui, avec Amir. Ah oui, c'est vrai. Pour tous les Béninois qui nous suivent. Ah, je savais pas. Bref, c'est un autre sujet. Très bien, mais on aura l'occasion. Mais c'est intéressant.
Et donc, voilà. Et donc, Mais tu en commences à parallèle, travailler. c'est parce que les gens t'ont amené dedans et t'as aimé ou c'est toi qui t'es testé Non, là-dedans? En fait, j'ai toujours aimé journalisme et communication. Mais un truc, et tu as raison de poser cette question parce que ça va paraître très bizarre, mais plus jeune, je ne savais pas qu'on pouvait travailler là-dedans. Quoi? Tu pensais que les journalistes, c'était pas un métier? Non, pas journaliste, c'est autre chose. D'accord. Journaliste, c'est un jour une tante qui m'a dit, mais tu sais, on gagne pas beaucoup. Pas d'argent, voilà. Faut dire la vérité, monsieur Caï. Voilà, donnez les vraies infos, merci. Et elle dit, tout ce travail-là, etc. Non, ouais, c'est vrai. Comme j'y avais pas pensé, je voyais, il y avait fac de com, etc. Mais pour moi, tu apprends le business, quoi. C'est pas un d'ailleurs, secteur. ça me sert. Pour toi, c'était une des fonctions du business, mais c'était Voilà, pas un secteur. exactement. Ah ouais, je peux ça voir m'a ça. toujours intéressé. Même quand j'étais à l'université, j'organisais des événements, etc., etc. Et donc, petit à petit, quand j'ai rencontré mes amis artistes, on est parti là-dessus. Et c'est comme je disais, c'est comme ça que j'ai créé un Skyblog. J'ai créé la chaîne YouTube, Facebook. En fait, chaque fois qu'il y avait une plateforme, je créais un truc, tu vois. Bien. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré un peu dans cet univers. Et le déclic, c'est quand j'ai compris que derrière tous ces sites que j'utilisais, il y avait un business. Donc, je me suis dit, OK, digital, business. Donc, j'aime l'Afrique, j'aime le digital, j'aime le business. Let's go. Let's go. Et c'est ça qui a donné ton thème aujourd'hui. C'est ça. Et du coup... quand j'étais donc après la fac, mais pareil, on dit voilà, tu es pris dans telle entreprise, petit costume, petite cravate. Et ça, c'est une question qu'on nous a posée qui est importante. Est-ce que notre cadre de travail à l'époque nous plaisait? Et je pense, est-ce que des fois ça te manque? Le cadre de travail. Manque. Non. Alors, le truc qui me manque, c'est qu'on avait des tickets restaurants. Oh, c'est beau! Ça, c'était le truc. Tu déposes le ticket, tu manges. Tu manges cadeau. Ça, franchement. Bon, je pense pas qu'en Afrique, c'est encore arrivé, donc ça va pas trop leur manquer. Mais non, le cadre de travail, j'ai toujours été dans des cadres. Après, bon, je mets de côté, je me suis retrouvé parfois à des emplois où j'étais à 1 heure. C'était loin. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est important. Ah oui, mais ça c'est important. C'est une souffrance que les gens ne parlent pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie pour, tu vois, là on est à Cocody, j'ai des équipes qui viennent de Yopougon. Comme moi, tu vois, ça fais du remote, fait loin. Do the remote. Faut laisser le remote. Excuse-moi, c'était une petite parenthèse. Et du coup, il y a tout ça, tu vois, le cadre de travail, non, c'était des très gros groupes, ils savent faire. Ouais. Parfois, tu as une salle de sport, parfois, tu as la cantine ça, de ouf avec des plats voilà, incroyables. Mais pourtant pour revenir à notre sujet, non, je ne serais pas resté pour ça. Ça, c'est pas moi. Oui, mais il y a des gens qui restent pour ça, hein, monsieur. Non, mais par contre, les gens se plaignaient énormément. Oui, c'est encore mauvais à la cantine. C'est tout. Tu vois, et je me suis rendu compte que, en fait, dans critiquer ou calomnier, etc., c'était un outil de sociabilisation entre les gens. Oui, tu vois. Clairement. Et donc, je suis jamais surpris quand, tu vois, pour moi, ça fait partie même du rôle du salarié, de se plaindre. Enfin, pas du rôle. En tout cas, ça fait partie du rôle de boss de se faire critiquer, tu vois. Je sais que, voilà, je suis critique et je le prends pas, en fait, personnellement. Je pense que parfois, les gens, parce que ils n'ont pas forcément un sujet de conversation, ils vont dire, t'as vu quand c'était ça, pas terrible, la cantine, ça. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Mais ils n'ont même pas donné ça, etc. Ah oui, tu as raison. Et le truc, en fait, c'est que, voilà, et c'est pour ça que tu ne peux pas adresser ça, mais le message qu'il faut passer, c'est sortez de la médiocrité, essayez d'élever le niveau de vos conversations quand vous êtes salarié avec vos collègues, etc. Soyez la personne qui élève le niveau, en fait, tu vois. Sortez de ce truc. Mais après, moi, je pense que pour être cette personne, il faut que tu aies d'autres priorités que ça. Le problème, c'est que beaucoup de gens, en fait, notamment, c'est pour ça qu'on en parle de la question de travail, c'est la chose la plus importante pour eux dans leur boulot. Quelle chose? La cantine.
Ces choses-là. En fait, c'est ce qui est le plus heureux. Ouais, c'est peut-être le highlight de la journée. C'est ça. Mais moi, après, voilà. En fait, après, c'est pour moi, ça que ce moment-là, ils le vivent très mal. Ah, ouais, En fait, peut-être. moi, j'ai remarqué que ceux qui se plaignaient, par exemple, de la distance au travail, parce que c'était le truc le plus important pour eux. Ouais. Et en fait, Oui, non. tu te plains souvent de ce qui est le plus important pour toi. Mais parfois, tu te plains aussi je pense aussi juste pour te plaindre, tu vois. Ouais, mais c'est juste ça, ouais. Mais voilà, en tout cas, moi, après, ouais, ce qui m'a fait partir, c'est que déjà les projets que j'avais en tête, mais surtout, et ça, c'est un truc important, malheureusement, qui est lié quand même à la chance, chance qui est également l'objet d'un épisode à venir. Mais c'est un bon point, ça. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma période salariée qui m'inspirait. Jamais. Et je me dis, ça change tout en fait. Parce que je vois mes collègues avec qui j'ai étudié, quand ils me racontaient, ils disent « Ouais, je travaille avec tel type. Ouais, il est trop fort. Ouais, il est trop fort, trucs, etc. Ouais. » Ben, du coup, tu veux aller dans cette direction-là. Moi, j'ai rapidement regardé ailleurs parce que je les respectais, mais je n'ai jamais envié leur poste. D'accord, ouais, non, c'est clair. Et est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est une question qu'on nous a posée, est-ce que quelque part tu penses qu'on est devenus les patrons qu'on détestait? Bon, ce qui est une question un peu, moi, qui m'a surpris quand j'ai vu, j'ai dit c'est intéressant comme question. Je ne sais pas si jamais c'est quelque chose qui est même possible. Je pense, ouais, ça doit être possible parce que tu vois, tu as souvent dans les structures, je pense que c'est pour ça qu'il dit ça, c'est que la personne, sa manière de manager est souvent calquée sur la personne qui l'a managé. Qui l'a formé avant. Qui l'a formé, tu vois. C'est possible, ouais. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui se forcent à être très dures. Très méchant, ouais. Alors que, tu vois, ça se sent que c'est contre nature. Bon, mais ils pensent que c'est comme ça qu'on impose le respect. Donc, la crainte souvent des managers, des patrons, c'est de ne pas se faire respecter. Et parfois, les gens ne savent pas comment se faire respecter. Donc c'est la seule façon qu'ils ont, c'est de mimiquer, enfin de copier. Oui, s'ils ne savent pas, voilà. Donc, c'est pour ça, il faut aussi se former. Après, moi, je suis assez tranquille dans le sens un peu comme toi où je suis parti sur un truc où le sujet, c'est que j'ai rien à cacher, en fait. Donc, si tu as une question, un sujet, tu me poses, je te le dirai, tu vois. D'ailleurs, là, on va refaire une session CEO sans tabou où les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent sur tout et n'importe quoi. Tu sais, je vais te donner un petit tips. Moi, pour que ça marche, il faut le faire anonymement. Ah oui. Si tu veux que les gens te disent les trucs, souvent en tant que patron, et ça c'est pour répondre à la question, moi personnellement, je n'ai jamais le souvenir d'avoir détesté un patron. En fait, je ne sais pas comment les gens font pour arriver à détester un patron. Parce qu'en fait, pour moi... ça peut se comprendre si la personne est vraiment... en fait, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si tu disais, moi je ne sais pas... Enfin, un patron, c'est pas mon père, quoi. Enfin, je ne suis pas lié à lui par le sang, ni par son truc. En fait, si je l'aime pas, ou je me cherche un autre... J'ai jamais été dans la situation où... Même quand j'étais un étudiant, j'ai eu des boss détestables. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des boulots où... Mais imagine si quelqu'un a eu du mal à trouver un emploi. Tu vois. Et donc, ça m'amène à la question. C'est que les gens qui ont du mal à trouver un emploi... Moi, j'ai plusieurs amis, par exemple. Je vais te donner un exemple. Un ami à moi qui a fait des études de com, malheureusement. Genre, pour le coup, c'est... Souvent, là, les gens ont du mal après à trouver du bon boulot en France. Il a mis 1 an, il n'a pas trouvé de boulot. Il a trouvé un boulot qui était très mal payé. Parce qu'il a fait un bac plus 5, on le payait genre 1 200 €. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, il a vu que sa copine a eu un poste avec nous en audit, 2 300 €. Et il a fait de la com, donc rien à voir avec l'audit. Tu sais que le mec, il a travaillé pendant 1 an dans la boîte pour pouvoir payer une école de commerce, pour faire les études que nous, on a fait, un truc similaire. Il a fait 1 an d'études, donc il avait un salaire encore plus bas. Et il travaillait les week-ends, il faisait McDo, Häagen-Dazs, etc. Pour après 2 ans et demi après, avoir un poste dans la boîte de sa femme. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est une question en fait de long terme. C'est-à-dire que lui, il s'est juste dit, ça va pas. J'ai tellement galéré pour trouver
que si je reste là-dedans, je serai toujours en souffrance. Et pour le coup, c'était un gars qui en plus était, tu sais, il a quand même le sujet quand t'es africain aussi, des papiers. Donc lui, il avait quand même un problème de papier. Il s'est dit, je peux pas être sans travail. Il faut que j'ai une raison. Donc il y avait tout un système qu'il a mis en place pour se sortir en fait de ça. Et c'est souvent ce que je dis aux gens, c'est une situation de souffrance, il ne faut pas la laisser telle qu'elle. Après, bon, là, je mets de côté le problème de papier. Oui. Mais quand tu excelles normalement dans ton domaine, il y a peu de chances que tu sois pas valorisé. Mais moi, je vais donner un exemple. Je connais un gars qui excellait en philosophie. Ah oui. Attends, et c'est ce qui se passe souvent en Afrique. S'il s'appelle Aristote mais Junior, voilà, non, ça mais va. souvent ce qui se passe, c'est comme tu dis. Moi, je sais que l'orientation, j'ai été sauvé parce que moi, depuis le départ, j'étais très clair avec les gens. Moi, je cherchais l'oseille. Tu vois, j'ai pas fait semblant. Et comme en plus, j'ai un autre truc, c'est que j'ai toujours été curieux. C'est-à-dire que j'ai dit, je vais être avocat. Dès 17 ans, je cherchais à faire un cabinet d'avocat comme stage. J'ai souffert. Qu'est-ce que tu fais avec un étudiant de 17 ans dans un cabinet d'avocat? Tu ne fais rien. Mais quand j'y étais, j'ai fait chier les gens avec des questions. Vraiment. Et jusqu'à maintenant, je me souviens, j'ai croisé il n'y a pas longtemps mon ancien maître de stage. Il m'a dit, il a eu beaucoup de sagesse dans sa vie, mais il n'y en a eu aucun qui lui a fait lui-même réaliser son métier comme moi je lui ai fait réaliser. Parce que je disais tout le temps, mais pourquoi tu fais ça? Mais est-ce que c'est pas lui qui devait faire ça? Mais pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Et il me disait qu'en fait, beaucoup de gens viennent faire des stages et font juste ce qu'on leur dit. Ils prennent pas l'occasion pour apprendre sur le métier. Et souvent, j'ai l'impression que en fait, c'est négligé. Mais moi, si je peux faire un seul conseil à quelqu'un qui est jeune aujourd'hui, c'est t'aimes quelque chose, attends pas d'avoir fait toutes les études pour commencer à le goûter. Tu vois, quelqu'un qui veut venir nous voir demain, voilà, toi, quelqu'un qui adore les Adicom Days, qui a 17 ans, qui adore le digital, il devrait venir se mettre en volontaire chez toi, en bénévole. Tu vois, et les gens, on passe ces trucs parce que souvent, le problème, c'est que, c'est peut-être un peu méchant ce que je dis, mais de mon expérience, quelles que soient les personnes qui ont eu le burn-out ou qui ont des métiers difficiles, c'est parce que pendant très longtemps, ils n'ont plus voulu faire les efforts quand ça leur coûtait peu. Ils voulaient profiter. En gros, pendant longtemps, ils étaient en mode oh, j'ai trop souffert, donc je profite. Et ils profitent pendant 4, 5, 6 ans. Et après, ils sont dans la situation où ils ont profité, donc ils n'ont pas d'assets pour se retourner. Ils n'ont pas de capacité à se former, pas d'idée du marché. Ils n'ont pas parlé aux gens, en fait. Ils se sont dit on regarde un truc. Et ça me fait penser à une question que j'avais posée un jour sur mon Instagram. Et d'ailleurs, @Kaindoula61. Allez, c'est beau, Kaindoula61. Et on a aussi l'Instagram de Entrepreneur State of Africa, c'est vrai, il faut qu'on pousse ça aussi, j'oublie. Il y a des faut shorts. Nous follow. Il y a des shorts, on fait des trucs intéressants là-bas. Et c'est là où on fait nos lives. On en a fait un live sur la vie chère. Ah oui, 2 heures de live qui est toujours dans le feed. Qui est toujours dans le feed, très intéressant. Si vous posez la question. Promo. Parce que je pense que c'est aussi lié aux conditions de travail. La vie, à quel point elle est chère là où tu es. Sur les différentes capitales africaines, c'est chaud, ça détermine. On ferme la parenthèse. Juste, ça fait poser. Ouais, il y a une question que j'avais posée et je pense qu'on peut finir là-dessus. Bien sûr. Et je vais poser la question du coup. C'est si vous deviez travailler 1 an sans être payé, pour qui accepteriez-vous de travailler? Et c'était dingue les réponses parce que la majorité, je pense, te dit personne, c'est pas possible. Tout travail mérite salaire. Oui. Mais c'est pour ça que on a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Et dites-nous vraiment en commentaire ce que vous en avez tiré. Mais je pense que en fait, on est tous différents dans le sens où on a tous une expérience différente, un état d'esprit différent. Il y a des gens qui savent très rapidement ce qu'ils veulent faire, etc., etc. Et là, c'est... tu vois, toi, quand je te pose cette question, tu te dis, tiens, moi, il y a quelques noms qui me viennent en tête, tu vois. C'est ce que tu te dis. Ouais, exactement. Mais d'autres se disent carrément que c'est pas possible. Le vrai point, c'est ça. C'est vraiment... Il faut... en fait, c'est une question de long terme. Moi, je dis ça parce que de tout temps, je regarde quels sont les chemins qui peuvent m'aider à faire plus avec le temps que j'ai, avec la capacité de travail que je suis prêt à mettre. Je réfléchis à qu'est-ce qui me rapporte le plus et qu'est-ce qui me plaît. Parce que c'est un peu la question qu'on se pose. Tu sais, comme moi, j'ai fait ma retraite spirituelle cet été où je ne pouvais avoir ni téléphone, ni parler à personne, ni rien du tout. L'une des questions que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je ferais si jamais je ne devais pas avoir besoin d'argent? Au contraire. C'est-à-dire que si jamais j'avais des millions dans mon compte en banque. Ouais, ça, c'est la question.
Qu'est-ce que tu ferais? Parce qu'en fait, si tu dis que tu n'as pas d'argent, c'est plus dur. Donc voilà, donc en commentaire, mettez pour qui est-ce que vous serez prêt à travailler gratuitement. Allez, même pas pour 1 an, pour 6 mois. 6 mois. Et donc voilà, ça va faire des réponses un peu variées. Ça va être super intéressant. Donc j'espère que vous avez retiré pas mal de choses de cet épisode. On a quand même, on est parti de ce documentaire. On mettra vraiment le lien. Pour certaines régions, il faut un VPN, donc vous pourrez peut-être pas... mais voilà, tu vois, c'est peut-être même se dire, est-ce que les Africains, c'est des sujets qui les concernent? Mais bon, je ne vais pas dire ça, je ne vais rien dire. Pourquoi Arte ne l'a pas... Mais non, c'est une question de droit. Ah oui, mais ça me saoule. Chaque fois qu'ils font ça, c'est fatigant. Mais je pense que le mot de la fin, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, qui est peut-être intéressant pour moi, c'est, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une notion de choix dans les conditions de travail? Moi, j'aimerais, en tant qu'entrepreneur, que quelqu'un puisse, si on peut avoir dans cette discussion, ramener les gens à se dire qu'il faut faire des choix, mais peut-être tôt, peut-être anticiper. En fait, les conditions de travail n'est pas quelque chose que tu dois subir. En tout cas, autant que tu peux, il faut les anticiper. Il faut se poser la question de qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. Mais surtout, essayer de balancer les deux. Il ne faut pas être juste dans le « moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux », quitte à mourir sur la croix. Non, vraiment. Donc, mettez en commentaire le nom, ça nous intéresse. Et le mot-clé, c'est choix. OK. Et donc, surtout, abonnez-vous. Parlez du podcast autour de vous. Plus on aura une belle communauté, plus on pourra continuer à vous amener aussi des invités de qualité. Amina. Donc voilà. Merci beaucoup. Salut à tous. Ciao.